Bonjour. On pourrait croire que puisque les podcasts sont accessibles en permanence, la notion de rediffusion n'a plus de sens. Je ne le crois pas, car l'abondance de l'offre peut conduire à ce que certains enregistrements passent inaperçus ou en tout cas moins aperçus qu'ils ne le mériteraient. Je vous propose donc tout au long de cet été une série de deuxième vie au cours de laquelle je remettrai en ligne certains des badas de notre série Si c'est pour la culture, on a déjà donné. Le nouvel esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau bada de notre série Si c'est pour la culture, on a déjà donné, qui me permet de recevoir aujourd'hui Alexandre Gady. Alexandre Gady, bonjour. Bonjour. Alexandre Gady, vous êtes historien de l'architecture, professeur de multiples manières, et vous êtes aussi chargé de la préfiguration du Grand Musée du XVIIe siècle. Vous êtes donc un homme du patrimoine, et un homme du patrimoine vivant. Est-ce qu'il y a des lieux, des bâtiments, un ou plusieurs, dont vous aimeriez que auxquels vous aimeriez que nos auditeurs s'intéressent? Alors, c'est une question redoutablement complexe parce qu'on a des milliers d'images qui surgissent. On veut aussi peut-être protéger certains lieux d'un tourisme très acharné. Je dirais que quelquefois, ce sont des lieux connus qu'on ne regarde pas assez. L'UNESCO vient de classer au patrimoine mondial le phare de Cordouan, qui se dresse au milieu des eaux, au large de la côte de Royan, La Rochelle. Et c'est un édifice qui a été construit dans la mer, contre toutes les règles possibles et inimaginables de l'architecture, par un ingénieur protestant à la fin du XVIe siècle. Henri IV l'a terminé. Louis XVI l'a surélevé comme un espèce de signal vers la jeune République américaine. C'est à la fois un chef-d'œuvre de pierre, un chef-d'œuvre de technologie, un objet insensé posé au milieu de l'eau. C'est aussi un endroit qui ne se donne pas facilement parce que même à marée basse, on est obligé de mettre les pieds dans l'eau en sortant du bateau. Et une fois qu'on y est, c'est un voyage au bout du monde et au bout de l'histoire. Donc, c'est un lieu qui, je trouve, dégage une intense poésie. Et en même temps, si je vous comprends bien, c'est une sorte de lieu idéal quant aux observations que vous faisiez à propos du tourisme. C'est-à-dire, c'est une sorte de lieu qui est naturellement défendu contre le tourisme comme fourmilière, si je puis dire. Voilà, ça ne se n'est pas donné, ça se recherche. Voilà. Et peut-être c'est un équilibre à trouver face au tourisme de masse qui est très destructeur, comme on le sait. Vous êtes versaillais d'origine, enfin, vous êtes né à Versailles, et vous êtes parisien, non seulement parce que vous y vivez, mais parce que vous êtes, par exemple, le président de la Société d'histoire du 9e arrondissement, et que vous avez beaucoup écrit à propos de Paris. On pourrait croire, notamment si on ignore tout le souci que Louis XIV a eu de Paris, on pourrait croire que c'est antinomique, cette naissance versaillaise et cette vie parisienne. En réalité, je suis né à une époque où il y avait peu de cliniques et si je suis né à Versailles, c'est un accident. J'ai vécu dans un village, un tout petit village entre Rambouillet et Versailles, sur la route nationale numéro 10, et que j'ai vu. Je pense que c'est à l'origine en partie de mon hypersensibilité à l'américanisation de la France dans la deuxième moitié du XXe siècle et pendant les Trente Glorieuses. J'ai vu ce village se transformer d'une manière radicale, c'est-à-dire à la fois devenir une cité dortoir et de passer de quelques dizaines d'habitants à quelques milliers. J'ai vu les champs se remplir de boîtes métalliques qui sont des enseignes commerciales le long des routes. J'ai vu des parkings devenir plus grands que des villes. J'ai vu des monuments détruits aussi et remplacés par des choses peut-être moins intéressantes. Et donc, j'ai été en fait confronté sans le savoir quand j'étais enfant, à ces Trente Glorieuses, à cette conurbation, à cette américanisation, à ces Levittown, ces petits pavillons qui sont tous les mêmes, qui ont tous le même plan, dans lequel on a toujours les pièces au même endroit, les meubles rentrent toujours de la même manière entre les fenêtres et entre les portes. Et c'est vrai que l'arrivée à Paris à 18 ans pour mes études supérieures, au fond j'arrivais de pas très loin, mais ça a été un choc évidemment très violent.
De ce choc, je me suis nourri, je pense, en tout cas, à la fois pendant mes études d'histoire et d'histoire de l'art, et puis comme piéton et comme citoyen, puisque vous avez rappelé mes activités associatives. Alors, au bas de la statue de Montaigne, qui est à 2 pas de studio où nous enregistrons ici, on a pris quelques phrases de ses essais. Paris à mon cœur dès mon enfance. Je ne suis français que par cette grande cité, surtout incomparable en variété et commodité de l'esprit. Est-ce que vous vous retrouvez, est-ce que votre parcours de néo-parisien, puis de parisien affirmé, puis de parisien militant, je devrais dire, se retrouve dans cette... J'ajoute qu'il dit, ça n'est pas au pied de la statue, mais un peu plus loin dans le texte, il ajoute « Je l'aime », c'est Paris dont il parle, jusque dans ses verrues et dans ses taches. Oui, ça devient une partie plus prenante peut-être en ce moment de notre amour. Je serais évidemment très, très proche de la pensée de Montaigne. J'aime bien aussi la phrase où il parle de frotter sa cervelle à celle des autres. Je crois que c'est ça dont on a vraiment beaucoup en ce moment besoin, plutôt que de frotter des idéologies ou des mauvaises idées. Mais je ne suis pas que français par Paris. Je dois dire que l'idée, l'âge venant, de partir de Paris pour s'installer ailleurs, c'est un peu la mode en ce moment. Ça paraît une discussion qui s'arrête assez rapidement. Et là, il y a comme une espèce de quelque chose de ontologiquement impossible. Et en même temps, quand je me balade dans ce pays, je voudrais pas réduire cet amour de la France, de ses paysages, de ses monuments, de ses villes, de ses villages à Paris, parce que on a la chance d'avoir quand même un territoire équilibré en beauté. Et c'est aussi pour ça que dans une vie antérieure, j'ai présidé une association nationale de défense du patrimoine, Cité Monument, parce que je pense que l'investissement pour le patrimoine, il doit être pour tout le monde, pas seulement les Parisiens ou les grandes villes. Et on a toujours essayé comme ça d'aller défendre le territoire qui est aujourd'hui très menacé de choses relativement habituelles qu'on connaît, les démolitions, les lotissements, les autoroutes, etc. Et puis le phénomène de l'éolien qui est en train de banaliser tous les paysages en même temps avec le même objet industriel qui ne fonctionne pas très bien sur le plan des énergies vertes, comme on sait, mais qui coûte beaucoup d'argent aux contribuables. Et ça, c'est vrai que c'était un des engagements qu'on avait pris à ce moment-là, parce que la France a cette diversité extraordinaire. On a une chance dont peut-être, comme beaucoup d'autres domaines de notre société, on ne se rend pas compte. Les Français ne comparent pas assez. Il faut comparer à l'Europe, il faut comparer à des pays plus ou moins proches ou lointains pour voir à quel point nous sommes chanceux. Et ça, c'est quelque chose qui est dans le caractère déprimé ou déprimant des Français en ce moment. Je pense qu'il y a ça qui manque. Il faut quand même en permanence, pour comprendre la qualité dans laquelle nous avons pu vivre et à laquelle nous avons pu atteindre, il faut regarder un peu ce qui se passe autour de nous. Et les paysages, on parle toujours de l'Italie. Moi, ma patrie de cœur, c'est évidemment l'Italie, comme tous les historiens d'art, mais je dois dire qu'on n'a pas à rougir d'un certain nombre de choses, et c'est ça qu'il faut peut-être rappeler un peu plus souvent. Ça manque d'enthousiasme. Voilà. Si je devais faire une critique aussi vis-à-vis peut-être des autorités qui nous gouvernent avec tant de sagesse, ce serait d'avoir un peu plus d'enthousiasme. Et je mets le ministère de la Culture dans cette critique, parce qu'on a besoin d'une parole forte publique sur cet enthousiasme et sur cette beauté partagée. Je reviendrai sur cette question des paysages et sur cette question de leur défense, mais je reste un petit moment sur Paris. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, vous avez été président de la Société d'histoire du 9e arrondissement. Il y a une histoire du 9e arrondissement, et il y a peut-être même une histoire d'autres arrondissements. Quel est l'assiette, l'impostazione, diraient les Italiens, de cette Société d'histoire du 9e arrondissement? Alors, c'est une question qui me touche parce qu'on a fêté hier soir les 20 ans. Elle a été créée en 2001 et en fait, pour être absolument honnête, je n'en suis que le vice-président fondateur. C'est le seul vice qui me manquait, comme disait Talleyrand. Mais en réalité, c'est une association qui a été créée à un moment assez intéressant. D'abord, un moment d'alternance politique. C'est le moment où la mairie du 9e, qui était traditionnellement à droite, est passée à gauche, avec un maire extrêmement amoureux de son patrimoine, qui était Jacques Bravo, auquel nous avons rendu hommage. Et je veux prononcer son nom ce matin avec vous parce que c'est vraiment quelqu'un qui était exceptionnel pour la proximité, la porosité avec laquelle il vivait dans cet arrondissement et avec son architecture. Ancien collaborateur de Michel Rocard. Voilà, je crois qu'il n'y a pas complètement de hasard dans tout ça. Quelqu'un qui, par exemple, suivait les visites de cette association dans les rues avec nous et qui rajoutait des choses quand les historiens avaient fini de parler. Ils disaient « mais vous n'avez pas encore dit ça », etc. Donc il y avait cet enthousiasme merveilleux. Et donc l'association du 9e arrondissement, elle avait, pour moi qui était un scientifique, le monde associatif, il se divise évidemment entre sociétés savantes qui, à Paris, existent depuis la fin du 19e siècle, qui sont souvent maintenant des vieilles dames très dignes, mais peut-être un peu âgées. Et donc ça pose un problème terrible. Qu'est-ce qu'on fait ? On les laisse mourir, on les entretient, on renouvelle le... Parler des associations, pas des vieilles dames. Voilà, exactement. Et puis, il y a eu un deuxième mouvement
qui était problématique pour les anciennes associations qui l'ont mal vécu, c'était l'arrivée d'associations peut-être un tout petit peu moins scientifiquement charpentées, mais qui avaient envie absolument qu'on parle d'histoire, une histoire avec un spectre très large en l'occurrence, puisque ça peut aller jusqu'au contemporain, pas seulement les vieilles histoires, et par ailleurs des associations qui avaient cette envie plus d'un partage, d'étendre un peu la focale, du côté aussi des adhérents. Et donc on a vu dans le 9e arrondissement la possibilité d'essayer de faire un mix des deux. C'est-à-dire on a tenu à ce que le discours scientifique soit impeccable. Il y a un bulletin, il y a un site internet, il y a une volonté vraiment de faire des conférences très savantes avec des vrais grands conférenciers, quelquefois des personnalités importantes du milieu parisien. Et puis, en permanence, rester au contact de la rue, beaucoup de visites de terrain, un public très divers. Et ça nous a amené à parler, bien sûr, de ce qui est constitutif de l'ADN du 9e, c'est-à-dire la Nouvelle Athènes, le règne, la Restauration, le règne de Louis-Philippe, Balzac, Chopin, etc. Mais on va jusqu'à Joséphine Baker, que je salue évidemment tendrement, puisqu'il y a les Folies Bergères dans le 9e arrondissement. On peut aller jusqu'à, évidemment, les grandes figures de la littérature du XXe siècle, la musique, arrondissement musical s'il en est, bien sûr, pas seulement parce qu'il y a Garnier. Et donc, parce que Louis Armstrong a vécu. Et voilà. Et donc, on a réussi, je crois. Et hier soir, la salle de la mairie était pleine et on se disait, c'est peut-être la dernière fois avec la 5e vague qu'on va arriver à faire ça. Heureusement, on est passé juste avant. Il y avait cet enthousiasme et cette satisfaction du travail accompli et du fait que tout le monde était dans le bateau. Voilà. Et il y avait vraiment un côté chaleureux, bon enfant. Et on a écouté, pour finir, un quatuor, deux quatuors, le quatuor de Debussy, le quatuor de Ravel. Donc c'était une soirée meilleure compatible, si j'ose dire. Alors, je crois personnellement à la puissance d'information des monographies. Je pense que si on se concentre sur une petite chose ou sur un petit événement, on peut arriver à en apprendre beaucoup, très au-delà de cet événement lui-même. Donc, si vous voulez bien, concentrons-nous sur le 9e arrondissement. D'abord, pour nos auditeurs qui ne sont pas parisiens ou qui sont parisiens mais un peu distraits, rappelons où est le 9e arrondissement et quelles sont ses particularités géographiques, parce que c'est un arrondissement qui a de la hauteur, si je puis dire. Oui, tout en étant le bas Montmartre pour les gens du 19e siècle. Alors, le 9e arrondissement, ça fait partie de ces arrondissements qui ont été créés, coincés, si j'ose dire, entre l'enceinte du Paris historique central, qui est dessiné au Moyen-Âge et renforcé par les Bourbons, puis détruite par Louis XIV, c'est-à-dire les grands boulevards, et l'enceinte de Paris, qui a été construite sous Louis XVI, qui est moins connue parce qu'elle a disparu quasiment totalement. C'est là où il y avait ces fameux pavillons de Ledoux, les pavillons néo-palladiens qui font encore, pour le peu que Haussmann nous en ait laissé, le charme de cette histoire-là, et qui sont donc ce qu'on appelait dans le jargon des Parisiens, mais j'ai l'impression que ça se perd un peu, les boulevards extérieurs, qu'il ne faut pas confondre avec les maréchaux, qui sont la dernière enceinte. Et donc, ces arrondissements-là, ce sont donc des anciens faubourgs de la ville de Paris de l'Ancien Régime, qui sont devenus des quartiers enfermé dans Paris lorsque Louis XVI a non seulement fait cette enceinte, mais c'est moins connu que l'agrandissement de Napoléon III, a multiplié Paris par 2,5 en 1784. Donc c'est le Paris qui durera jusqu'en 1860, jusqu'au 20 arrondissement. Donc on est au nord-ouest du cœur historique, sur un chemin structurant de l'histoire, alors là, bimillénaire de Paris, qui est la route qui va du cœur de Paris, la rue Montmartre, Faubourg Montmartre, puis la rue des Martyrs, la rue Le Pic, etc., qui monte jusqu'à la butte Montmartre, justement. Donc, pour les gens du 19e siècle, c'est le bas Montmartre, le 18e étant ce qui deviendra le haut Montmartre. Et pour nous, aujourd'hui, c'est détaché. On ne parle plus vraiment du bas Montmartre. Et donc, c'est un quartier qui a été longtemps agricole et champêtre, d'une certaine manière. Et c'est là que s'est fait cette alchimie extraordinaire, sous la Restauration, pour la raison que, d'abord, c'est un quartier qui avait la chance d'être très près du centre le plus chic, c'est-à-dire la Chaussée d'Antin, les beaux quartiers de l'Ouest, mais en même temps, évidemment, qui offrait des pentes qui gravissaient doucement vers Montmartre, la topographie, et puis beaucoup d'espaces libres. Et donc, entre les années 1810 et 1830, il y a eu beaucoup de quartiers qui se sont formés, des micro-lotissements. Le plus célèbre, c'est bien sûr la rue de la Tour des Dames, la place Saint-Georges, qui sont des lieux absolument délicieux. C'est le Paris d'avant, vraiment d'avant Haussmann. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et l'ambiance y est complètement différente des grandes percées traditionnelles qu'on a l'habitude de voir dans Paris. Et
je dirais là, peut-être, il faut vraiment aller voir le film de Xavier Giannoli, qui est une merveille, Les Illusions perdues, qui a restitué vraiment au plus près cette ambiance de ce Paris, qui est le Paris de la Nouvelle Athènes, des façades en plâtre, avec des persiennes, des grandes portes cochères, avec des figures de fonte, néo-renaissance, néo-gothique, beaucoup de fantaisie, de liberté dans l'architecture. C'est beaucoup moins répétitif que l'architecture haussmannienne, beaucoup moins ennuyeux pour dire les choses, avec beaucoup plus de surprises, des rues qui peuvent encore tourner, comme autour de la rue Saint-Georges, il y a une rue circulaire, il n'y en a pas beaucoup au 19e siècle, des rues qui font des boucles, et donc il y a une poésie très forte dans ce quartier, et ça a toujours été un quartier d'artistes, alors soit parce qu'il n'y avait pas d'argent, donc on venait se loger là, soit parce que c'était devenu très à la mode et on voulait se loger là. Et donc on a une kyrielle de grands noms qui alimentent le bottin artistique du 9e et qui font de ce quartier une terre extrêmement mêlée aussi. Je dois dire que ce qui me frappe, moi j'ai la chance d'y habiter en plus maintenant, j'ai rallié ce quartier il y a longtemps et je m'en réjouis, c'est que c'est un quartier qui restait vrai. J'ai beaucoup travaillé sur le Marais quand j'étais jeune et je dois dire que le Marais est un endroit où je n'ai plus de plaisir à aller et où peut-être même d'ailleurs je m'aperçois que je ne vais plus du tout. Trop de restauration, trop de fripes, trop de fric, trop de snobisme, des choses aussi artificielles, alors que le 9e arrondissement fait partie de ces quartiers qui sont bien équilibrés encore, des familles, des bureaux, la mode, mais aussi des choses plus traditionnelles, des tout petits commerces, il reste encore. Alors évidemment, il y a Drouot, alors les commerces liés au marché de l'art, ça crée aussi une ambiance particulière, les passages où froid, verre d'eau, des marchands de gravure, des marchands de cadres, des marchands de tout petits objets, de dessins, de sculptures, enfin tout ça fait une poésie extraordinaire pour le piéton. Tout ça est offert, hein. Il n'y a pas besoin de rentrer dans un immeuble, tout ça est offert pour le piéton qui veut bien parcourir ce quartier. Et il y a quelque chose de paisible. Il n'y a qu'un défaut dans le 9e, c'est qu'il n'y a plus d'arbres. C'est un arrondissement qui a été très minéralisé. Ça lui donne une force, une architecture très homogène. Mais évidemment, si on aime les grands espaces verts et les jardins, on est un peu déçu. Oui, en même temps, Paris ne se caractérise pas par ces grands espaces verts. Et en même temps, alors, on dirait, c'est d'un profit assez modeste pour le visiteur ou pour l'habitant, mais c'est l'arrondissement, je crois, de Paris où il y a le plus de jardins privés. Alors, on a la chance d'en avoir repéré un certain nombre, soit dans les réseaux amicaux, soit grâce à l'association. Et je dois dire aussi que c'est souvent d'ailleurs des gens qui sont très généreux puisqu'ils ont souvent ouvert leur jardin. Ils les ont ouverts pour la journée du patrimoine, ça paraît peut-être plus banal, mais souvent ils ont ouvert leur jardin pour des concerts, pour des conférences, pour des manifestations, avec beaucoup de générosité. Alors évidemment, c'est pas les jardins du 7e. Donc il y a aussi ce côté plus direct, puis il y a une proximité plus grande. Tout me paraît plus simple et on a pu bénéficier de quelques sorties dans ces fameux jardins. Vous avez raison, quand on regarde un peu sur Google Earth, on s'aperçoit qu'évidemment, il y a quand même encore des petits espaces protégés très sympathiques en intérieur d'îlots, ce qu'on appelle ces espaces verts protégés, le terme n'est pas très joli, mais qui donnent aussi beaucoup de charme à cet arrondissement. Il y a aussi le musée de la vie romantique, qui est peut-être un des endroits les plus complètement conservé de ce Paris de la Restauration, de Chopin, de Georges Sand, dont vous parliez tout à l'heure. Oui, c'est incroyable parce que c'est l'anti-musée, c'est-à-dire que vous êtes rue Chaptal, on ne voit rien. Il y a une fente entre deux immeubles, c'est ce qu'on appelait les plans en poêle à frire. Il y a une longue allée qui conduit à la parcelle qui est en cœur d'îlot. Et c'est une formule qui existait déjà au Moyen-Âge et qui s'est beaucoup développée au XVIIe siècle. Et là, c'est le cas de cette maison qui a été construite au fond d'une allée. Donc, on rentre entre deux murailles. C'est pavé, on se tord les pieds, c'est délicieux. Et puis, on arrive dans une cour. Il y a une maison d'un étage. On a l'impression qu'on est chez une grand-mère à 250 km de Paris, vers la Loire. Il y a un petit jardin qui a beaucoup de succès. Moi, j'y ai fait marcher mes enfants quand on habitait à côté. Un tout petit jardin, pareil, un jardin de grand-mère avec un petit marchand de thé qui fait 2-3 cakes. Enfin, tout ça est très pittoresque. Et puis le musée lui-même, qui est une émanation... D'abord, c'est un sauvetage. Hein, c'est un musée qui a été sauvé vraiment à un moment où on aurait pu penser que les années 70 ont été assez cruelles pour l'arrondissement. Les mauvaises années, les années du pompidoliisme. Cruelles pour l'ensemble. Pour l'ensemble, évidemment. Mais le 9e qui avait fait l'objet à un moment d'une proposition qui avait été portée à un moment par le ministère de la Culture de le protéger au même titre que le Marais et le 7e arrondissement, c'est-à-dire ce qu'on appelle le secteur sauvegardé, la loi Malraux de 1962. Et puis finalement, ça ne s'est pas fait et il y a eu beaucoup de cases de bureaux notamment, parce qu'à un moment, il y avait eu une espèce de fantasme de faire une cité de bureaux dans ces quartiers-là. Donc là, il y a eu de la casse. Mais le musée de la vie romantique en a réchappé et ce n'est pas un musée qui a été modernisé. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, les musées disposent d'un certain nombre d'outils pour attirer le public. Il faut une cafétéria, il faut un grand auditorium, il faut une librairie, il faut des vestiaires modernes, il faut des batteries de toilettes, etc.
C'est évidemment vrai pour des musées qui ont une grande échelle, mais là, au contraire, on est dans une échelle microscopique, grande comme ce studio, et finalement, le musée a survécu à tout ça. Il n'y a pas de doxa moderniste, c'est tout simplement la même maison. Il y a l'atelier dans lequel on rentre, on a l'impression que le peintre vient de s'en aller, il y a le piano à queue, il y a les plâtres au-dessus de la bibliothèque. C'est vraiment... l'ambiance a été particulièrement réussie. C'est pas non plus period room ou des choses comme ça, mais ça donne vraiment, je crois, une bonne idée de l'ambiance qui était celle des artistes qui vivaient dans ce quartier et qui pouvaient, à peu de frais, imaginer quelque chose en lien avec l'Antiquité, Rome, la Grèce, au milieu des grands chantiers néoclassiques de l'époque, de cette époque. Donc oui, le musée de la vie romantique, dont la Société des Amis présidée par Thierry Cazot est très dynamique, hein, beaucoup de concerts de très très belle musique, des expositions ambitieuses, même si les lieux sont petits. Donc il faut encourager les gens. On parlait des monuments peut-être pas assez connus tout à l'heure. Voilà, en voilà un. Il faut y aller avec douceur, mais il faut y aller. Alors, continuons à explorer ou à inviter nos auditeurs à explorer le 9e arrondissement, qu'il soit parisien ou qu'il soit provinciaux. D'abord, c'est un quartier de maisons de plaisir. Et c'est aussi le cas, ça a aussi été à un moment donné un quartier de cabaret. Le Chat Noir, c'est rue Victor Massé. C'est donc chez Moon. Juste absolument. Puis tout le long, il y a eu Michou, il y a eu Madame Arthur. Enfin, il y a. Est-ce qu'il reste quelque chose de l'histoire de ces plaisirs et est-ce qu'il reste quelque chose de cette atmosphère-là, ou bien est-ce qu'elle a été elle aussi congelée par les effets de la gentrification, etc. Alors là, je ne suis ni historien de ces lieux, ni complètement dans leur public, si j'ose dire. Mais ce que j'ai vu comme piéton du 9e, c'est plutôt un assagissement, disparition. Je crois que Moon existe encore, on l'a vu l'autre jour, mais la plupart de ces lieux ont disparu. Il y a un petit côté fantasmé, mythique, hein. Certains ont été complètement détruits, d'autres ont été transformés on pense au Chat Noir, rue Victor Massé, en appartements. Et c'est peut-être un aspect qui a reflué, de même que si on se promène sur le boulevard de Clichy, par exemple, où il y avait une activité de sex shop assez développée. Tout ça est peut-être un peu en retrait, là. Le côté gay Paris, là, pour le coup, il a un peu... il a certainement été lui aussi victime ou pas du progrès de la transformation sociologique de Paris. Et de l'Internet. Ou de l'Internet, éventuellement. J'ai encore une question à vous poser sur le 9e arrondissement, qui est la question des églises. La variété, le nombre et la variété des églises de Paris est considérable. Est-ce qu'il y a dans le 9e arrondissement quelques églises que vous recommanderiez ou dont... Alors évidemment, on va braver toute forme de laïcité et on va se dire qu'il faut courir dans les églises. Alors le 9e arrondissement est dominé par deux édifices majeurs du 19e siècle. L'un est en travaux actuellement, il est couvert d'un échafaudage et grâce à la mairie de Paris, cet échafaudage est dénaturé par une publicité qui rapporte de l'argent, donc tout le monde trouve ça formidable. Mais la notion de sacré s'est un peu envolée. C'est l'église de la Trinité, qui est très en vue, notamment des grands boulevards, à cause évidemment de la rue de la Chaussée d'Antin qui tire sur la façade, ou plutôt c'est l'inverse, c'est Haussmann qui a placé l'église dans l'axe de la rue de la Chaussée d'Antin qui existait. Alors c'est un grand machin néo-renaissance de l'architecte Théodore Balu, qui n'est pas peut-être le plus grand architecte du 19e siècle. Et c'est un intérieur absolument gigantesque, hein. Il faut s'imaginer vraiment une église très spectaculaire en volume. Ce que la façade, très sculptée, très découpée, dans un esprit de la Renaissance qui fait que, avec les pierres de mauvaise qualité du 19e, c'est une façade très abîmée aujourd'hui, avec beaucoup de problématiques de conservation et certainement de remplacement de pierres, ce qui justifie le chantier actuel. Et donc cette façade n'annonce pas vraiment la couleur. En fait, c'est un volume unifié, très, très impressionnant. Des grandes orgues qui ont été tenues par des noms célèbres de la musique au XXe siècle. Et donc, un édifice, on va dire, plutôt du Paris haussmannien, qui, comme Saint-Augustin, par exemple, pourrait représenter le Paris de la deuxième moitié du XIXe siècle. Mais en revanche, la merveille des merveilles, c'est pas la Trinité, qui est un édifice peut-être qui manque un peu d'allure, fondamentalement. C'est Notre-Dame de Lorette. Notre-Dame de Lorette, qui est une paroisse encore extrêmement dynamique, qui est adossée à une école qui a beaucoup de succès. Donc il y a aussi encore cette paroisse avec des familles très vivantes.
Là aussi très simple, pas de complications. On n'est pas dans des caricatures. Et cette église, elle a été commencée sous Charles X, terminée en 1836. C'est un édifice extraordinaire pour beaucoup de raisons. Alors, je ne vais pas être trop long sur Notre-Dame de Lorette, mais d'abord parce que l'architecture est une très brillante synthèse de tout ce qui avait été inventé à la fin du XVIIIe siècle. On pense à Saint-Philippe-du-Roule, par exemple, de Chalgrin, dont le parapluie vient d'être enlevé. Enfin, on va revoir Saint-Philippe-du-Roule après des années de restauration. Il pleuvait dans l'église quand même. À 200 mètres de l'Élysée, ça donne une idée de l'état du patrimoine parisien. Donc, une synthèse de ce qu'avaient imaginé les architectes de la fin du XVIIIe, et puis de ce que l'architecte de l'église, qui s'appelle Hippolyte Lebas, qui n'est pas connu aujourd'hui, qui était prix de Rome, a pu découvrir dans son séjour à la Villa Médicis, et notamment les grandes basiliques paléochrétiennes de Rome. Et il a proposé une synthèse extrêmement brillante, où pour la première fois à Paris, au lieu d'avoir une église avec voûte, on a une église avec plafond sculpté en bois partiellement doré, comme font les Italiens à la Renaissance. Et c'est un édifice, donc architecturalement, tout petit, pas du tout démonstratif comme le peut l'être la Trinité, avec un côté tourné dans le vide, mais au contraire qui cible très juste en termes de proportion, de qualité de la sculpture ornementale. Les ordres, les 4 colonnes monumentales du porche sont absolument spectaculaires. Donc tout ça donne un aspect très, très fort à cette église, et on a la chance d'avoir aussi un environnement qui est exactement contemporain. C'est-à-dire que si vous regardez à droite, à gauche de l'église, vous avez 2 petites rues avec des maisons, la rue Fléchier, la rue Bourdaloue. On a donné des noms de grands prédicateurs de l'Ancien Régime. On est en pleine rechristianisation sous la Restauration. Et là, on voit des beaux immeubles de la Restauration et de la monarchie de Juillet, ces grands immeubles de rapport qu'on appelait des maisons de rapport. Le mot immeuble n'était pas employé à ce moment-là. Avec leurs persiennes, avec leurs petits balconnets en fonte, avec des petites figurines, tout ça est vraiment très beau. Et puis quand on entre dans l'église, alors là c'est ce paysage très romain, et ce qui est frappant, c'est la qualité de l'ornementation picturale. Ça a été très reproché à l'époque, mais la préfecture de la Seine, il y avait un préfet très brillant qui était Chabrol de Volvic, le prédécesseur de Rambuteau. C'est des gens qu'on a un peu oubliés, et Haussmann s'est employé dans ses mémoires à les faire passer à la trappe, et c'était des gens tellement plus brillants et plus sympathiques que le préfet de Napoléon III. Et Chabrol de Volvic a réparti la commande, et en fait on a demandé à presque toute l'école française de venir peindre, qui une chapelle, qui un tableau d'autel, qui le chœur, etc. Alors à l'époque on a été horrifiés parce qu'on a dit mais rien va avec rien, c'est épouvantable. Le temps passant, nous avons peut-être moins l'œil pour distinguer tel artiste de tel autre, mais ce qui est frappant au contraire, et là c'est maintenant ce que nous a appris à voir un merveilleux professeur comme Bruno Foucard, de grand défenseur du 19e siècle, c'est au contraire que nous avons là un musée de la peinture religieuse française au moment de sa renaissance, post-révolution, post-Napoléon, puisqu'on n'a rien construit sous Napoléon en termes d'église ici, à Paris, et ces chapelles, ces voûtes, ces tableaux d'autel sont restaurés maintenant depuis une dizaine d'années. Alors, ça coûte beaucoup d'argent. On en fait une tous les 2-3 ans. Là, on va commencer, je dis un on de majesté qui est pas complètement exclusif du jeu, parce que y a un appel au peuple, aux paroissiens, on peut donner de l'argent. Il y a une association de défense de l'Église qui est très militante et très, très sympathique. Et donc, on voit renaître les chapelles. Là, on a fait renaître la chapelle de la Vierge, après la chapelle des fonds baptismaux. C'est complètement incroyable. C'est des chapelles à fond d'or, c'est des chapelles avec des personnages et des couleurs vraiment dont on n'est pas du tout sûr d'être habitué à les apprécier de prime abord. Et puis là, il y a une chapelle absolument noire. Quand vous entrez à gauche dans l'église, mais toute noire, et il y a toujours une légende qui disait ça a brûlé, quelque chose a pris feu, puis alors il y a de la suie. Pas du tout, on a nettoyé des fenêtres, comme disent les restaurateurs, et qu'est-ce qu'on a trouvé? Toute la peinture qui est d'un peintre inconnu de nos jours qui s'appelle Méry-Joseph Blondel, qui est un merveilleux artiste, et qui est encore tellement différente des 2 chapelles qu'on vient de restaurer que ça va encore ajouter à la diversité, à la richesse. Et donc ça, c'est le prochain chantier. Donc il y a un appel aux dons. Je crois qu'il y a eu, dans les petits concours qu'organise le Parisien avec plusieurs fondations, je crois que la chapelle a dû gagner, ou un budget participatif, je me souviens plus le détail, mais en tout cas, c'est la prochaine étape. Donc c'est aussi un monument vivant, non seulement parce que c'est une paroisse très dynamique, avec un curé très pince sans rire, assez formidable, mais aussi parce que c'est vivant sur le plan du patrimoine. Si vous venez voir l'église cette année, l'année prochaine, dans 2 ans, c'est pas encore tout à fait le même édifice. Et dans 10 ans, ce sera une des splendeurs absolues de Paris. Et on se dira, mais comment on a pu passer à côté d'une église aussi belle? Alexandre Gady, je vous propose qu'on continue notre conversation sur les églises de Paris, mais là, pour le moment, nous allons l'interrompre et nous la reprendrons donc la semaine prochaine.